Chers participants, bonjour. Je souhaite la bienvenue à ce webinaire organisé par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale en collaboration avec l'Office européen des brevets. Alors, le webinaire d'aujourd'hui est sous le thème notion brevet d'invention, notion de base et la nouvelle plateforme de dépôt Front Office. Donc, le choix de ce sujet traduit le plein engagement de l'Office en faveur de l'innovation et aussi en faveur de l'accompagnement des usagers de la propriété industrielle dans la maîtrise des procédures de dépôt du brevet d'invention et aussi dans l'usage des outils numériques qui sont mis à leur disposition. Donc, c'est dans cette perspective justement que l'Office a développé et a mis en service une nouvelle plateforme dédiée qui offre enfin la possibilité d'effectuer toutes les démarches de dépôt d'une demande de brevet d'invention et pas que, donc pas uniquement les démarches de dépôt, mais aussi les démarches liées aux opérations postérieures, comme celles relatives aux régularisations des dossiers, au maintien en vigueur des brevets d'invention. Donc, nous allons voir tout cela plus en détail avec nos intervenants, mais ce qu'il y a à mentionner au préalable, c'est il s'agit d'une plateforme qui vise à simplifier les démarches et à améliorer l'accessibilité aux services et surtout à offrir aux inventeurs, aux chercheurs et aux entrepreneurs un environnement qui est plus efficace et plus moderne pour la protection de leurs innovations. Donc, le webinaire d'aujourd'hui a pour objectif justement de vous présenter cette nouvelle plateforme, mais au préalable, nous allons avec notre intervenant, Monsieur Amin Farhan, qui est le chef du service mécanique, énergétique et green tech à l'Empire, qui va nous rappeler les notions fondamentales liées à la procédure de dépôt d'une demande de brevet. Donc, et avant de passer, je voudrais juste préciser que vous pouvez découvrir les autres aspects liés au brevet d'invention qui ont été déjà abordés dans nos webinaires précédents. Et aussi, vous pouvez consulter d'autres aspects liés aux autres titres de la propriété industrielle, comme les marques, les dessins modèles industriels ou d'autres thématiques. Nous aurons ensuite le plaisir d'accueillir à distance Monsieur Houssam Heitouf, qui est chef de projet opération à l'Office européen des brevets, qui aura l'amabilité de nous parler du projet Front Office et de faire le focus sur, à travers sa présentation, sur les axes de coopération qui lient les deux institutions, qui lient l'Office marocain et l'Office européen des brevets, et qui mettra en lumière l'importance de ce partenariat pour le soutien à l'innovation. Enfin, Monsieur Hassan Belkhaïd, qui est chef du service gestion et exploitation du système brevet d'invention à l'Empire, va nous présenter cette nouvelle plateforme de dépôt Front Office et il mettra en avant les principales fonctionnalités de cette plateforme pour nous montrer concrètement comment cette plateforme simplifie les démarches et comment elle permet d'accomplir toutes les étapes de dépôt et même les étapes postérieures en toute sécurité. Donc voilà, avant de donner la parole à mes collègues, je voudrais juste vous informer que ce webinaire fera objet aussi de rediffusion sur les pages officielles de l'Empire, sur les réseaux sociaux, et je voudrais aussi vous inviter, vous encourager, chers participants, à nous faire connaître vos questions sur l'onglet questions-réponses. Et nos intervenants seront heureux d'y répondre en fin de séance, Inch'Allah. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Monsieur Amin Farhan pour nous rappeler les notions de base liées à la procédure de dépôt du brevet d'invention. À vous la parole, c'est Farhan. Merci, Madame Bachir. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire qui a pour objectif de présenter la nouvelle plateforme de dépôt qui s'appelle Front Office et de clarifier de manière simple la procédure de dépôt des demandes de brevets au Maroc, ainsi que les délais clés à respecter.
car ce sont eux qui conditionnent la validité de la protection. L'ensemble de ces délais sont encadrés maintenant au sein de la nouvelle plateforme de dépôt en ligne, Frontoffice. Cette dernière va vous accompagner pas à pas tout au long de la procédure grâce à une interface structurée de manière sécurisée. Il est bien de rappeler que la protection des inventions et des brevets au Maroc s'inscrit dans un cadre juridique qui est clairement défini. Il est régi par la loi 1797 relative à la protection de la propriété intellectuelle, telle que complétée par la loi 2313. Ce cadre fixe les conditions de brevetabilité, les droits des déposants et les délais à respecter. Cette loi prévoit 3 voies principales de dépôt au Maroc, accessibles selon les besoins et la stratégie du déposant. Commençons par la première voie, qui est la voie directe, qui permet à un déposant qui est marocain ou bien un étranger de déposer sa demande directement au Maroc, soit comme une première demande, soit en revendiquant une priorité antérieure, selon la Convention de Paris. Pour les dépôts directs revendiquant une priorité étrangère, le délai de priorité il est strictement limité à 12 mois, à compter de la première priorité. C'est-à-dire, si on dépasse le délai de 12 mois, on ne peut pas restaurer le droit de priorité. La deuxième voie s'adresse principalement aux déposants étrangers titulaires d'une demande internationale et qui souhaitent entrer au Maroc en phase nationale. Le Maroc offre un délai de 31 mois à compter de la date de priorité pour effectuer cette démarche. Si ce délai de 31 mois n'est pas respecté, le déposant peut encore présenter une requête en poursuite à condition qu'elle soit déposée dans les 2 mois qui suivent le 31 mois. Et dans des situations exceptionnelles, et si le déposant possède une excuse légitime, il peut rétablir les droits à condition qu'il ne dépasse pas 12 mois de la date d'entrée en phase nationale au Maroc. La troisième voie, qui est la voie de validation des brevets européens au Maroc. Et grâce à l'accord de validation entre le Maroc et l'Office européen des brevets, le déposant peut aujourd'hui passer par un dépôt soit Eurodirect, soit EuroPCT, et demander la validation de son brevet européen au Maroc. Cette validation permet au brevet européen d'avoir exactement les mêmes effets juridiques qu'un brevet national marocain, ce qui présente un avantage considérable pour les entreprises européennes qui souhaitent entrer sur le marché marocain sans devoir déposer une demande complète. Il est également possible d'obtenir une protection provisoire au Maroc avant même la délivrance des brevets européens. Pour cela, à condition de fournir à l'OMPIC une traduction des revendications publiées à l'Office européen des brevets, soit en français, soit en arabe. Cette voie européenne constitue aujourd'hui l'un des mécanismes les plus utilisés par les déposants étrangers. Nous allons maintenant voir de manière simple et structurée le déroulement complet de la procédure de dépôt d'une demande de brevet au Maroc, que ce soit pour la voie directe, c'est-à-dire pour les Marocains, ou PCT pour les déposants étrangers. La première étape est celle de dépôt de la demande, où le demandeur soumet sa requête accompagnée d'une description de l'invention dans n'importe quelle langue. Lorsque la demande est complète, il passe à la phase d'examen, où l'OMPIC vérifie la conformité formelle et fait un examen des critères de brevetabilité, à savoir la nouveauté et l'activité inventive de l'application industrielle. Cependant, si cette demande n'est pas complète ou n'est pas régularisée, après l'écoulement des délais d'1 mois, par exemple pour le paiement, et 3 mois pour la régularisation des pièces, la demande elle est considérée comme retirée. Le déposant dispose alors encore de 2 mois pour récupérer ses droits. Une requête en poursuite peut être déposée dans un délai de 2 mois pour rattraper et restaurer les droits, ou à travers une procédure de rétablissement des droits si le déposant dispose d'une excuse légitime. Une fois le dossier est complet, l'OMPIC établit un rapport de recherche, qu'on appelle un rapport de recherche préliminaire, accompagné d'une opinion sur la brevetabilité. Ce rapport identifie les documents de l'état de la technique les plus proches de l'invention et permet au déposant de comprendre la pertinence de sa demande au regard des critères de brevetabilité.
Sur la base de ce rapport, le déposant peut être invité à effectuer des modifications des observations dans un délai de 3 mois à partir de la date de notification du rapport de recherche ou bien émettre des observations à l'encontre du rapport de recherche. Une fois que la phase de recherche et de réponse est accomplie, la demande elle est publiée dans un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou bien de 18 mois de la date de priorité, c'est une priorité revendiquée. Cette publication rend l'invention accessible au public qui peuvent formuler des observations des tierces dans un délai de 2 mois à partir de la date de publication de la demande. Ensuite, l'OMPIC établit un rapport de recherche définitif tenant compte des revendications modifiées, des observations des tierces et, 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 et les revendications modifiées. Après l'analyse complète de la demande et l'émission du rapport de recherche définitif, l'OMPIC peut aboutir à plusieurs scénarios, que nous voyons ici. Le premier scénario, c'est celui de l'invention répond aux critères, aux exigences de brevetabilité. Dans ce cas, on passe directement à la publication du brevet, puis sa délivrance sous réserve du paiement de la redevance de délivrance, ce qu'on appelle le RTP. Le deuxième scénario est celui de rejet partiel. Cela signifie que certaines revendications ne répondent pas aux critères de nouveauté ou bien d'activité inventive ou bien d'application industrielle. Le déposant reçoit alors une notification motivée pour présenter des observations ou encore modifier des revendications. Tout cela pour tenter de surmonter des objections sur les revendications rejetées. S'il apporte les ajustements nécessaires, la procédure peut reprendre au cours normal jusqu'à la délivrance. Dans le cas contraire, l'Office peut transformer ce rejet partiel en décision de rejet définitif. Enfin, le troisième scénario est celui de rejet total de la demande. Lorsque l'invention n'est pas brevetable, l'OMPIC émet une décision de rejet. Le déposant alors dispose d'un délai de 2 mois à compter de la date de notification de la décision pour présenter des OTR, observations observations à l'encontre de la décision de rejet, ou bien demander un réexamen en modifiant les revendications. Une fois le brevet délivré, son maintien dépend du paiement annuel des annuités avant chaque date anniversaire de dépôt. Si le déposant dépasse cette date limite, qui est la partie en fer, il bénéficie encore d'une période de grâce de 6 mois, avec le paiement d'une surtaxe. Si l'annuité n'est pas toujours payée, d'après cette période de grâce, le brevet tombe directement en déchéance. Cependant, dans certains cas exceptionnels, un recours peut être demandé dans un délai supplémentaire de 3 mois à condition de justifier une excuse légitime. Donc, la procédure de brevet comporte plusieurs délais à respecter et mémoriser. Pour rendre tout cela simple et plus facile à gérer pour les utilisateurs, et dans le cadre de la stratégie OMPIC 2030, axée sur la digitalisation, l'accessibilité et la modernisation de l'infrastructure, l'OMPIC a développé, en coopération avec l'Office européen du brevet, une nouvelle plateforme de dépôt en ligne qui s'appelle Front Office. Cette plateforme permet au grand public, aux entreprises, aux professionnels de déposer leurs demandes de brevet en ligne rapidement en toute sécurité, valider un brevet européen, réaliser l'ensemble des opérations postérieures, que ce soit complément de la demande, paiement, réponse, paiement des annuités en ligne, et bénéficier d'une expérience plus fluide et plus accessible. Je cède maintenant la parole à M. Hossein. Merci, Farhan, pour cette introduction qui nous a rappelé ce qu'il faudrait retenir pour pouvoir déposer sa demande de brevet en toute sécurité. Et nous allons à présent enchaîner avec Monsieur Hossein qui va nous présenter le projet Front Office et qui va mettre un peu le focus sur les axes de coopération qui lient l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale et l'Office européen des brevets. Donc, à vous la parole, Monsieur Hossein. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très, très heureux, très honoré d'être ici parmi vous et pour vous présenter l'état de la coopération en cours entre
l'OEB et l'OMPIC. Donc, est-ce que vous pouvez déjà voir mon écran? Attendez. Oui, Très bien, de la présentation, très bien. Ok. Donc, voilà, je suis Hussam Maïtour. J'ai commencé à l'office comme examinateur et depuis 5 ans, je travaille dans la coopération IT et j'ai commencé sur l'établissement des fondations techniques du front office. Euh, le partenariat Maroc-OEB est un partenariat pionnier. Le Maroc étant le premier pays hors d'Europe à avoir conclu un accord de validation avec l'OEB, qui est entré en vigueur en 2015. L'accord permet à partir d'une seule demande EuroPCT ou de brevet européen d'obtenir une protection au Maroc via une procédure unique et simplifiée, comme ce qui a été présenté par M. Farhan. Mais la coopération entre le Maroc et l'OEB va au-delà de l'accord de validation. Elle porte aussi sur la collaboration informatique, la formation et le coaching des examinateurs, l'échange de données et les actions de sensibilisation. En 2025, donc cette année, l'accord a fêté 10 ans de succès, confirmant la solidité et l'efficacité du partenariat OMPIC-OOP. Euh, l'efficacité, l'impact de la validation de cet accord, c'est que ça a fourni une efficacité opérationnelle car la validation permet d'optimiser les ressources de l'OMPIC en libérant des capacités pour le traitement des dépôts nationaux marocains et pour soutenir le développement régional. Mais il agit aussi comme un accélérateur de l'innovation au Maroc car l'accord renforce l'attractivité du Maroc pour les investissements étrangers et facilite le transfert de technologies, contribuant ainsi à dynamiser l'écosystème national de l'innovation. Mais il y a aussi des avantages pour l'OEB et c'est des avantages certains. L'accord de validation avec le Maroc a permis à l'OEB d'élargir la portée géographique du système du brevet européen au-delà de l'Europe, renforçant ainsi son attractivité pour les déposants. Il a contribué à la mise en œuvre de la stratégie de coopération internationale de l'Office en établissant un partenariat solide avec le Maroc, qui est considéré un pays clé de la région Méditerranée. Comme mentionné avant, un autre axe de collaboration est la collaboration informatique. Donc, l'OEB développe en partenariat avec plusieurs offices nationaux de brevets un outil de dépôt de brevets, le Front Office. Et le Maroc a été le premier pays hors de l'Europe à déployer le Front Office, illustrant un haut niveau de confiance, de maturité numérique et de coopération entre les deux offices. Donc, le Front Office est un outil de dépôt de brevet avec prise en charge de plusieurs procédures. Il permet aux demandeurs et aux cabinets d'avocats de soumettre des demandes de brevets nationaux, de validation EP et de dépôts internationaux PCT. Pour la mise en œuvre, on suit une procédure avec phase parce que le front office maintenant, il est mis en œuvre dans une vingtaine de pays et on doit suivre un processus structuré car chaque étape de l'alignement à la pré-production est cruciale pour garantir une mise en œuvre réussie. Comme le nombre de pays concernés est assez important, nous avons choisi une approche progressive. Concrètement, nous déployons l'outil par phase, c'est-à-dire que certains pays commencent plus tôt, tandis que d'autres suivront par la suite. Cette méthode nous permet de tirer des enseignements des premières expériences, ajuster l'accompagnement et la formation, réduire les risques techniques et organisationnels liés à un déploiement simultané partout. Donc, le Maroc faisait partie d'un des premiers blocs d'implémentation. Donc, il a aussi contribué considérablement au déploiement et au développement de l'outil Front Office. Le projet a commencé en octobre 2023 avec une mise en œuvre en avril de cette année. Et ce que je voudrais souligner, c'est que la mise en œuvre dans le Maroc s'est déroulée dans les délais prévus, dans la moyenne observée ailleurs.
C'est une très belle réussite qui reflète la qualité du travail accompli par les équipes d'Olympique et de leur forte implication tout au long du projet. Grâce à cette efficacité, l'Olympique a pu rejoindre rapidement le groupe des pays déjà en production, ce qui constitue un atout pour capitaliser plutôt sur les bénéfices du front office. Je voudrais donner un exemple de la collaboration entre l'OEB et l'Olympique concernant le front office. Donc, la phase d'implémentation concrète a démarré en février 2024 et ça a conduit à une mise en œuvre en ligne pour avril 2025. Cette étape a été particulièrement riche car elle a permis d'intégrer dans le front office de l'Olympique l'ensemble des procédures essentielles, donc le dépôt national de brevet, la validation du brevet européen, les actions subséquentes et aussi l'intégration avec EPCT. Le projet a également comporté des aspects techniques importants, comme l'intégration avec le fournisseur de paiement et l'interfaçage avec le back-office IPAS ainsi que le système de gestion électronique des documents, IDMS. En termes de collaboration concrète, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a eu plus de 45 ateliers et rencontres organisés entre l'OEB et l'Olympique. On avait une équipe conjointe composée de 2 business analysts et 14 développeurs et testeurs qualité et environ 850 tickets traités pour configurer la solution. Donc tout ça, c'était des inputs de l'Olympique. Et particulièrement, 56 bugs et améliorations ont été identifiées par l'équipe de test de l'Olympique et qui nous ont permis d'améliorer l'outil et ça a été aussi transféré aux autres pays qui utilisent maintenant le front office en production comme outil de dépôt de brevet. Enfin, cette phase a aussi été l'occasion de renforcer les compétences avec des sessions de formation en direct et du transfert de connaissances. On a aussi travaillé sur la mise en disposition de matériel pédagogique pour accompagner les équipes de l'Olympique. En résumé, cette implémentation a représenté un travail collaboratif intense qui a permis de bâtir une solution robuste et adaptée aux besoins de l'Olympique. Finalement, je voudrais souligner que le succès de cette phase reflète directement l'engagement et le professionnalisme des équipes de l'Olympique qui ont su collaborer efficacement et relever les défis techniques avec rigueur et réactivité. Donc, on est vraiment très content à l'OEB de cette collaboration et on compte bien sûr la continuer pour le futur. Voilà, merci. Et je redonne la main à Monsieur Farhan. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur Hossein, pour cette présentation qui, à la vérité, très bien mis en exergue le déroulement de la coopération et le fruit de cette coopération qui est aujourd'hui la mise en service de cette nouvelle plateforme et donc à laquelle on souhaite, Inch'Allah, le très grand succès. Et on arrive enfin à la présentation de cette plateforme qui nous sera partagée par mon collègue, Monsieur Hassan Belkaïd. Donc, à vous la parole, Si Belkaïd. Merci, Rajia. Donc, de ma part, j'ai le plaisir de participer à l'animation de ce webinaire. Donc, merci à toutes et à tous d'être avec nous pour cette session dédiée à la procédure brevet et au front office. Voilà. Donc, dans cette partie, je vais vous présenter la nouvelle plateforme front office, donc ses avantages et ses principales fonctionnalités. Et je vais par la suite faire une courte démonstration pour vous montrer comment cela fonctionne. Donc, avant de vous présenter cette nouvelle plateforme, donc, il est important de revenir brièvement sur le contexte dans lequel elle a été mise en place. En fait, ce nouvel outil s'inscrit dans une démarche globale de digitalisation et de modernisation des services de l'Olympique.
Donc, l'objectif de cette stratégie est de simplifier les démarches aux utilisateurs, de leur permettre d'accéder à distance aux services olympiques dans un environnement bien sûr sécurisé et d'accélérer bien sûr la transition vers des services 100% numériques. Donc, cette évolution était également nécessaire pour remplacer l'ancien système de dépôt en ligne OLF que certains parmi vous ont peut-être déjà utilisé. Donc, cet ancien système présentait en effet plusieurs limites techniques et pratiques, notamment la nécessité d'installer une application, l'utilisation d'une carte à puce physique qui nécessitait un matériel dédié, ainsi que bien sûr des contraintes liées à la maintenance. Et donc, le nouvel outil Front Office a été développé pour répondre à ces enjeux en proposant une solution entièrement web, plus flexible, sécurisée et mieux adaptée aux besoins des différents types d'utilisateurs. Bien sûr, tout en respectant le cadre juridique et procédural en vigueur au Maroc. Alors, le front office, en bref, c'est une plateforme web moderne et intuitive. Donc, comme cela a été mentionné tout à l'heure par notre collègue Houssam, donc cette plateforme a été développée dans le cadre de la coopération technique avec l'Office européen des brevets. Elle a été conçue pour être alignée avec les standards et les meilleures pratiques internationales en matière de dépôt en ligne. Elle est entièrement dédiée au dépôt en ligne et au suivi des demandes de brevets depuis la création de votre dossier, de votre demande de brevet, jusqu'à la gestion des brevets et des échanges avec l'Office. L'un de ses principaux avantages est son accessibilité, c'est-à-dire qu'elle est disponible en ligne sans contrainte matérielle particulière. Il suffit juste d'avoir un ordinateur connecté à Internet et voilà. Donc enfin, il s'agit d'un canal sécurisé pour la transmission et la conservation des données et des documents. L'objectif global étant d'offrir un processus de dépôt des demandes de brevets entièrement digitalisé, fiable et conforme aux meilleures pratiques internationales. Alors, parmi les avantages qu'offre cette solution, donc ce sont des avantages concrets pour les utilisateurs. Donc, tout d'abord, il s'agit d'une solution, comme on vient de le dire, 100% web, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'une application ou d'un logiciel à installer. Le dépôt en ligne est accessible 24 sur 24 et 7 sur 7, offrant une grande flexibilité aux utilisateurs. La plateforme intègre également un système d'authentification forte avec un mécanisme à 2 facteurs pour garantir un niveau élevé de sécurité lors de l'accès au compte. Les données et les documents sont transmis via un canal sécurisé, assurant la confidentialité, l'intégrité et la traçabilité des informations soumises. Un autre avantage important est l'affichage automatique des montants exacts des taxes à payer, avec la possibilité de choisir entre trois options de paiement, ce qui permet de réduire les erreurs et de gagner du temps. Le front office a été conçu en conformité totale avec la procédure en vigueur, notamment les dispositions de la loi 1797. Et enfin, la plateforme est alignée sur les meilleures pratiques internationales des offices de brevets de référence, tout en étant adaptée à notre contexte national. En ce qui concerne les composantes de cette solution, donc la plateforme est structurée autour de 4 grandes composantes, couvrant l'ensemble des démarches liées à la protection par brevet. La première composante concerne la soumission des demandes au niveau national. Donc, cette composante permet le dépôt des demandes de brevet national ainsi que l'entrée en phase nationale des demandes internationales PCT. Et on a bien sûr des demandes qui peuvent entrer par voie de priorité. La deuxième composante est dédiée à la soumission des opérations postérieures au dépôt. Il s'agit notamment des formalités liées aux différentes actions affectant la demande de brevet après le dépôt initial, par exemple les régularisations des demandes, etc., ou après la délivrance du brevet. Et là, on parle justement des inscriptions au registre national, de toute modification au transfert de droit, ainsi que le maintien en vigueur des brevets
et d'autres opérations. La troisième composante concerne la validation des brevets européens. Cette composante concerne plutôt les professionnels, notamment les CPI, qui leur permet d'effectuer des formalités nécessaires à la validation des brevets européens au Maroc dans le cadre de la procédure de validation. Et enfin, la quatrième composante porte sur la soumission des demandes PCT. Donc, la plateforme intègre un module IPCT permettant aux déposants de préparer et de soumettre leurs demandes internationales directement en ligne. Alors ici, on ne parle pas bien sûr de IPCT, la plateforme de l'OMPI, donc que vous connaissez peut-être, mais d'un module intégré à Front Office. L'objectif donc étant de permettre aux utilisateurs de centraliser l'ensemble de leur portefeuille brevet dans un seul outil. Toutefois, les utilisateurs ont toujours la possibilité, bien sûr, d'utiliser directement IPCT via le portail de l'OMPI. Alors, ces quatre composantes font du Front Office une plateforme complète couvrant aussi bien le dépôt initial que la gestion des droits de brevet, avec même une ouverture vers la protection à l'international. Alors, l'accès à la plateforme commence par la création d'un compte utilisateur. Donc, cette étape nécessite tout d'abord une préparation préalable. Donc, l'utilisateur doit disposer d'une adresse email valide, d'un numéro de téléphone actif, ainsi que d'une application d'authentification OTP installée sur son smartphone. On peut citer à titre d'exemple Google Authenticator et ForgeRock. Ce sont deux applications qui fonctionnent bien avec Front Office. Donc, en allant sur la page d'accueil, l'utilisateur doit, pour s'inscrire, cliquer sur un lien. Donc, et le formulaire que vous voyez sur l'écran s'affiche. Donc, il s'agit d'un formulaire très simple. Donc, une fois ces informations saisies, donc, il y a une étape de validation du compte réalisée via email, via un email qui sera envoyé, un email de vérification qui sera envoyé à l'adresse renseignée. Cette étape permet de confirmer l'identité de l'utilisateur et l'exactitude de ses coordonnées. Et comme dernière étape, l'utilisateur doit procéder à la configuration de l'authentification par mobile, basée, comme on vient de le dire, sur une authentification à deux facteurs. Donc, il s'agit d'un processus d'inscription très simple, sécurisé et guidé. Alors, une fois connecté à la plateforme Front Office, l'utilisateur accède directement à un tableau de bord personnalisé. Donc, on peut le voir à gauche de votre écran. Donc, ce tableau de bord offre une vue synthétique et en temps réel de l'ensemble des dossiers de l'utilisateur. Donc, grâce au graphique et au compteur que vous voyez, donc on peut visualiser instantanément l'état d'avancement des procédures. Et enfin, on a des boutons d'accès direct qui permettent de créer une nouvelle soumission ou bien d'initier une opération postérieure. La plateforme permet également un suivi détaillé des dossiers, comme on peut le voir à droite de votre écran. Donc, par exemple, pour les demandes déposées au niveau national, l'utilisateur dispose de ce tableau qui liste l'ensemble de ces dépôts avec des informations, par exemple, sur le numéro de dossier, le titre de l'invention, l'état actuel des dossiers, etc. Bien sûr, il y a un bouton pour les actions à effectuer. Donc, chaque demande peut être consultée individuellement avec l'accès à son historique, aux documents déposés et au statut de traitement. On voit, bien sûr, donc il s'agit d'un outil de pilotage, comme vous pouvez le remarquer, permettant de gérer efficacement les demandes de brevets de manière simple et centralisée. Concernant les étapes de soumission, donc ce schéma résume le processus de dépôt sur Front Office. Donc, ce schéma, il vous dit que ce processus est conçu pour vous guider étape par étape
Donc, de la préparation du dossier jusqu'à sa transmission officielle à l'OMPIC. Donc, tout commence par le statut de projet en orange. Donc, à ce stade, la plateforme vous accompagne pour s'assurer que le dossier est complet avant toute validation. Les champs obligatoires doivent être renseignés et les pièces jointes doivent être chargées. Une fois ces critères remplis, le projet est validé et passe au statut prêt à signer. Une fois la soumission signée, le workflow nous amène vers le paiement. Alors, concernant la partie paiement, la plateforme prend en charge trois cas de figure. Le premier cas, l'utilisateur peut choisir de payer en ligne immédiatement en utilisant sa carte bancaire. Le dossier passe logiquement vers l'étape prêt à payer. Deuxième cas de figure, il est possible d'utiliser l'option déjà payé, donc qui permet de charger directement le justificatif de paiement, que ce soit un virement ou bien un reçu de versement. Et pour le troisième cas, on peut sélectionner l'option payer plus tard, et qui est utilisée pour différer le paiement. Par exemple, dans la procédure de dépôt, on a un délai d'un mois pour pour payer les droits de dépôt. Donc, on peut utiliser cette option dans ce cas. Alors, une fois la signature et le paiement effectués, le dossier atteint le stade prêt à envoyer. Et là, on parle d'une étape très importante. Donc, il faut faire une vérification de tout ce qui a été saisi et les documents qui ont été chargés, donc avant la transmission. Parce qu'on ne peut pas revenir en arrière si on arrive à l'étape envoyée. Donc, une fois la soumission effectuée, donc le statut doit afficher envoyé, comme vous le voyez en vert. Donc, c'est une confirmation finale que votre dossier a été envoyé et transmis à l'OMPIC. Donc, après cette étape, l'utilisateur peut télécharger le récépissé de dépôt avec un numéro et une date de dépôt et retourner à son tableau de bord. Alors, maintenant que nous avons vu les étapes de dépôt ainsi que les principales fonctionnalités, il reste de vous parler un petit peu sur cette fonctionnalité très importante pour les professionnels qui travaillent en équipe. Donc, il s'agit de la gestion des comptes et des rôles utilisateurs. Donc, cette fonctionnalité a été conçue pour gérer la collaboration interne. Donc, la plateforme permet de créer et de gérer des groupes d'utilisateurs au sein d'une organisation. Donc, l'élément clé de cette gestion est l'attribution des rôles. Donc, un utilisateur peut se voir attribuer différents rôles en fonction de ses responsabilités. Donc, nous avons quatre rôles. Donc, le préparateur qui rédige et assemble les pièces du dossier, le signataire qui signe la demande, et généralement le mandataire, ou bien celui qui représente légalement l'entreprise ou bien l'organisation, l'expéditeur qui est responsable à la transmission finale du dossier à l'office, le payeur qui gère la partie paiement et l'administrateur qui supervise bien sûr et gère l'ensemble des accès et des utilisateurs. Enfin, cette gestion peut varier selon le type d'organisation. Dans certains cas, un seul utilisateur peut se voir attribuer l'ensemble de ces rôles. Donc, la plateforme offre cette flexibilité en permettant de choisir entre un compte individuel et un compte organisation. Donc, sur cette capture d'écran, vous pouvez voir l'interface Mon organisation, donc, qui permet de centraliser la gestion de toute votre équipe. Donc, vous disposez d'une vue d'ensemble sur la liste des collaborateurs rattachés au compte, ainsi que sur les rôles attribués à chacun. Et chaque rôle est identifié et peut être distingué visuellement grâce à un code couleur. Donc, après cet aperçu sur les principales fonctionnalités de la plateforme et des étapes clés du processus de dépôt, nous allons maintenant passer à une courte démonstration en direct
vous montrer concrètement comment tout cela fonctionne. Donc, si vous permettez, on attend juste que M. Abdelkaïd puisse se connecter pour nous faire une petite démonstration de cette plateforme pour qu'on puisse voir concrètement comment elle fonctionne et ses différentes fonctionnalités. Merci, Rajia. Donc, juste une précision, et il s'agit d'un environnement démo, c'est-à-dire uniquement pour le test. Donc, la plateforme, le lien officiel de la plateforme sera publié vers début janvier, Inch'Allah. Donc, le lancement qui a été mentionné tout à l'heure par notre collègue Hussam, c'était dans une phase pilote. Donc, pour quelques utilisateurs qu'on travaille avec dans cette phase de pilote. Mais le lancement officiel sera, Inch'Allah, au cours du janvier prochain, Inch'Allah. Donc, voilà, je reviens en arrière. Voilà, c'est la page d'accueil de la plateforme. Donc, une fois, je clique sur connectez-vous, inscrivez-vous. Là, je renseigne les coordonnées, donc le nom d'utilisateur et le mot de passe. Si je suis un nouvel utilisateur, je clique sur enregistrement pour m'enregistrer. Donc, je me connecte. Et tout à l'heure, on a parlé de la vérification à deux facteurs. Donc, je dois renseigner le code que je reçois sur mon téléphone. Voilà. Donc, voilà comment on l'a mentionné tout à l'heure. Dans la page d'accueil, on a ce tableau de bord. Donc, vous voyez les dépôts au niveau national. Ici, c'est les soumissions IPC, de validation EP. Donc, on aura bientôt un module consacré au IPCT pour les dépôts internationaux. Alors ici, je peux consulter les demandes que j'ai, bien les dossiers que j'ai travaillé sur lesquels. Donc, on a ici ce tableau qui me permet d'afficher les dossiers sur lesquels j'ai travaillé. Ici, alors je reviens vers la page d'accueil. On a deux boutons ici, donc créer une soumission pour un nouveau dépôt ou bien créer une opération postérieure. Donc, commençons par créer une soumission. Donc, ici, vous allez voir, donc, à gauche, le formulaire, c'est l'équivalent du formulaire B1 classique. Donc, on va remplir tous les champs obligatoires. Et après, on a à droite une sorte de guide qui nous permet de valider si les champs ont été bien renseignés. Donc, commençons par la référence d'utilisateur. Il s'agit d'un code que vous pouvez utiliser. Vous pouvez choisir c'est-à-dire les premières lettres de vos noms ou bien le nom complet. C'est à vous de choisir. Donc, l'essentiel, c'est de garder une même référence pour une question d'organisation et de gestion après. Ici, l'identifiant du dossier se crée automatiquement. Pour les langues de dépôt, on a pour l'instant le français, mais il y aura l'arabe par la suite. Donc ici, on va renseigner le titre de notre invention. Par exemple, dispositif pour, etc., etc. Donc, on doit renseigner le titre comme il a été bien écrit dans le mémoire descriptif. Si on a une version anglaise, on peut la mettre ici. C'est pas obligatoire. Aussi, si on connaît déjà la classification CIB, on peut la mettre aussi. On peut la saisir. Alors, dans cette partie de type de demande, donc il faut sélectionner quel type de demande vous souhaitez de soumettre. Donc, soit une demande nationale dans le cas d'un déposant marocain résidant au Maroc, donc on choisit national, et aussi pour les divisionnaires. Donc, pour ce qui est dépôt international, c'est-à-dire PCT qui vont faire l'entrée en phase nationale, on doit choisir cette option. Et s'il s'agit d'une demande divisionnaire, on choisit celle-ci. Donc, restons sur le dépôt national.
Alors, ici, je dois cocher cette case. Donc, ça concerne la protection des données. Vous pouvez lire le document sur ce lien. Ensuite, j'ai les parties, c'est-à-dire les parties impliquées dans ce dossier. Donc, je commence par les déposants. Donc, on peut avoir un ou plusieurs déposants. Donc, si je choisis personne physique, par exemple, je renseigne les données et les coordonnées. Nationalité. Ça, c'est le numéro soit de votre carte d'identité nationale ou de passeport. Une adresse. Code postal facultatif, la ville. Et puis, Maroc. Téléphone et adresse. Genre. Alors, il y a cette case qui nous dit que s'il s'agit de le déposant lui-même et l'inventeur, donc je peux la cocher et ça va me permettre de remplir le champ inventeur. D'accord? Confirmer. Voilà, à chaque fois, je peux revenir sur cette partie-là et pour voir les éléments qui ont été déjà saisis. Donc, je vois que j'ai un déposant. Si j'ai un autre déposant, je clique Ajouter et je fais la même chose. Donc, sinon, je reviens. Alors, pour les inventeurs, voilà le premier inventeur qui a été saisi. Je peux également mettre ou bien saisir un autre inventeur. Voilà. Il y a un petit détail ici. Lorsqu'on renseigne le champ inventeur, donc on a cette option de renonciation du droit d'être mentionné, c'est-à-dire l'inventeur, il a le droit de ne pas, que son nom ne soit pas publié par la suite. Voilà, donc on voit ici que les informations basiques ont été validées, les parties aussi, parce que dans ce cas, on n'a pas besoin d'un mandataire, parce qu'il s'agit d'une personne physique, donc il ne sera pas représenté, sauf s'il veut renseigner un mandataire pour lui représenter. Et c'est possible. Donc si je clique sur mandataire, je choisis entre les types de mandataires existants, soit un agent professionnel, personne morale ou physique, ou bien juste un représentant. Donc, qu'il soit une personne morale ou physique. D'accord? Donc, c'est facile, je peux remplir les champs, etc. et confirmer. Restons sur ce cas simple. Donc, on a des déclarations, par exemple, dans le cas d'une demande qui a déjà une priorité de 12 mois, donc on peut la renseigner ici. Alors, j'ai aussi un dépôt par référence. Ça, c'est un peu, s'il y a déjà un dépôt antérieur, je peux le mettre ici. Si j'ai participé déjà à des expositions internationales, je peux mettre le nom ou bien le nom de l'exposition avec les détails, la ville et la date, etc. Et si mon invention concerne le domaine de la biologie, donc je peux ajouter la matière biologique ici. Voilà, on arrive à la partie pièce jointe. Donc ici, il faut faire attention à une chose. Donc il faut préparer bien avant votre mémoire descriptif qui contient les éléments nécessaires de dépôt, c'est-à-dire la description qui est nécessaire au moment du dépôt, au moins la description. Si vous avez le dossier complet, c'est bien. Donc on va choisir fichier combiné
et on va télécharger notre dossier qui doit être déjà préparé, un PDF. D'accord? Là, une petite remarque sur la taille. Il ne faut pas dépasser 8 mégas ou 10 mégas, je pense. Donc, il ne faut pas avoir des fichiers lourds. Voilà, donc ici, je fais une sorte de pagination. Donc, je dois mettre le numéro de page tel que décrit tel que renseigné dans le mémoire descriptif. Et je dois mettre le nombre de revendications que je veux soumettre. Voilà, vous voyez que j'ai tout coché parce que j'ai tous les éléments. Sinon, comme je viens de le dire, il faut absolument avoir la description tout d'abord avec votre pour avoir un dépôt, un numéro de dépôt. Donc, je confirme le téléchargement. Vous voyez que la partie pièce jointe est en vert, donc tout est bon. Maintenant, on passe à la partie paiement des droits exigibles. Et là, comme on vient de voir dans la présentation, on a trois options. Donc, soit payer plus tard si je compte payer dans un délai d'un mois, payer en ligne si j'ai une carte bancaire, crédit, ou bien déjà payé et je télécharge ici le justificatif de paiement. D'accord? Pour ce cas, on va utiliser l'option paiement en ligne. Alors, pour le type de carte, je dois choisir entre national ou international. La différence réside dans les frais de l'opérateur. Donc, si je coche ici international, les frais de l'opérateur seront 36. D'accord. Donc, je choisis national. Ici, les tarifs qui sont affichés ici, ils sont automatiques. Donc, ça dépend de type de déposant, de sa nationalité. C'est tout un algorithme, donc, ce qui permet d'afficher ces taxes. Et voilà, vers la fin, j'ai un sommaire de tout ce qui a été renseigné. Donc, je peux faire une petite vérification avant de passer à l'étape envoyée pour signer. Voilà, une fois je clique sur envoyer pour signer, je retourne vers le tableau de bord et je trouve ici prêt à signer. Donc là, je vais sur ces trois points et choisir signer. Alors, avant de signer, toujours, il y a un moyen de vérifier. Donc, c'est le formulaire B1, l'équivalent du formulaire B1 qui a été renseigné. Donc, j'ai une autre occasion pour vérifier. Ensuite, les documents qui ont été téléchargés. Voilà. Et je fais soumission de signature. Alors ici, je dois alors choisir la qualité de celui qui va signer. Alors pour notre cas, on avait que le déposant, il n'y a pas de mandataire. Et là, automatiquement, il m'affiche le nom du déposant. Je choisis le lieu de la signature. Et ici, dans la signature, j'ai deux types de signatures, donc soit alphabétique, soit pas similé, c'est-à-dire télécharger un document. S'il s'agit de l'option alphabétique, je peux mettre mon nom, par exemple, et c'est facile. Sinon, si je choisis cette option, je dois télécharger un fichier. Et là, attention, votre fichier doit être de l'extension GPEJ ou bien GPJ. Alors, je télécharge ma signature, je confirme le téléchargement et c'est bon. Vous voyez que la signature n'est pas encore validée, donc confirme signature. Voilà, ça devient validé. Donc, je reviens toujours vers le tableau de bord. Et là, je dois trouver
prêt à payer. Je dois la trouver dans le statut prêt à payer. Si ça se montre pas, je vais actualiser. Voilà. Donc, prêt à payer, je trouve ma demande. Les 3 points toujours. Et passer au paiement. Alors, en passant au paiement, j'ai les taxes ici, le tableau de taxes. Vérifier. Si j'ai des revendications supplémentaires qui dépassent 10, donc j'aurai un tarif supplémentaire ici. D'accord? Maintenant, il est désactivé parce qu'on a choisi ici revendication. Procéder. Et là, il me renvoie vers la page de CMI. Donc, ici, je dois renseigner les éléments de la carte, confirmer, valider le paiement. Voilà, votre paiement a été accepté. Donc, je peux imprimer et télécharger ce reçu pour des raisons de comptabilité ou autre. Sinon, je fais revenir sur notre site, notre plateforme. Et là, dans la liste des demandes qui ont été renseignées, je trouve ma demande dans le statut prêt à envoyer. D'accord? Je mets envoyer. Alors, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, il faut s'arrêter dans cette étape-là parce que on ne peut pas revenir en arrière si on clique sur envoyer. Donc là, il faut vérifier ce que vous avez soumis. Par exemple, le dossier de la soumission, de quoi il est constitué, les éléments de UA descriptif et autres. Là, ici, la liste des inventeurs. Voilà, la liste des tarifs qui ont été payés. Donc, tout est bon. Je mets envoyer. Et voilà. Ma demande n'a pas été envoyée. Donc, il y a un problème ici. Donc, si vous voyez soit envoyé avec un croix rouge ou bien échec de l'envoi dans ce cas, c'est-à-dire que votre demande n'a pas été envoyée. D'accord? Donc, dans d'autres cas, si vous voyez envoyé en vert, donc je peux aller dans cette demande-là et télécharger mon récépissé. Voilà, c'est le reçu. Là, vous trouvez le numéro de la demande de dépôt avec la date de réception ou bien de dépôt avec les autres éléments. D'accord? Et je peux télécharger mon récépissé. Si je souhaite avoir un email de confirmation de réception, je peux cliquer ici. Je renseigne mon email et je fais envoyer une confirmation. D'accord? Voilà. Alors, je reviens au tableau de bord. Donc, si je veux maintenant effectuer une opération postérieure, donc maintenant je crée créer une opération postérieure. Toujours, je choisis la référence d'utilisateur, numéro d'une demande qui a été déjà déposée, c'est-à-dire que je dois renseigner le numéro correct. Et après, dans cette liste, je dois défiler pour choisir c'est-à-dire l'opération qui me concerne. Par exemple, on veut payer une annuité. D'accord? Donc, je clique sur maintien en vigueur. Je choisis la première option, paiement des droits de maintien en vigueur. Créer une opération. Alors, elle me renvoie sur cette page. Donc, je dois renseigner le titre de l'invention. Le titre réel, ça c'est juste pour un test. La date de dépôt, par exemple, celle-ci. Dans cette version de Front Office, on doit toujours, c'est-à-dire télécharger les formulaires dans la partie opération postérieure. Sinon, dans les prochaines versions, Inch'Allah, on n'aura pas besoin de cette étape.
Donc, on renseigne comme dans la fonction, dans la partie dépôt, un formulaire en ligne automatique. Alors, j'ai choisi le formulaire A. Je confirme le téléchargement. Ici, toujours, on a les deux options, soit payer en ligne, soit déjà payé. On n'a pas de l'autre option, bien sûr, parce que on doit payer sur le champ. Donc, par exemple, si je choisis déjà payé, donc je télécharge une preuve de paiement, d'accord? Un ordre de virement, ou bien un reçu de versement, etc. Confirmer le téléchargement. Alors, si je suis une personne physique bénéficiant de la réduction, je dois cocher cette case qui va bien sûr appliquer une réduction sur les tarifs. Et par exemple, si l'annuité que je souhaite payer est la sixième, d'accord? Ou bien je vais choisir, alors, voilà, la sixième. Alors, si j'ai pas de retard, donc je vais pas, euh, c'est-à-dire activer ce bouton. Sinon, si, par exemple là, j'ai renseigné une date qui est le 5/12 exprès parce que ça a dépassé le délai de l'échéance. Donc, dans ce cas, il y a un mois de retard qui est appliqué. Donc, je vais choisir droit de retard, un mois de retard et le calcul se fait automatiquement. D'accord? Voilà, c'est 720. J'ai vérifié les données comme tout à l'heure et envoyé pour signer. Voilà, voilà ma demande. Je signe. Je vérifie encore une fois. Donc, de paiement, le formulaire, etc. D'accord. Je soumets la signature. Alors, je vais choisir maintenant alphabétique. Confirmer. Confirmer la signature. Bon. Je dois le trouver dans la partie prêt à envoyer. Opération postérieure. Voilà. Envoyer. Je vérifie encore une fois et je clique sur envoyer. Voilà. Maintenant, la demande a été bien envoyée, donc il y a pas de problème. D'accord? Voilà, en gros, cette petite démonstration. Bien sûr, vous aurez un guide d'utilisateur dans la plateforme. Vous pouvez consulter et vraiment, ça vous montre comment faire des dépôts ou bien des opérations postérieures sans aucun problème avec plus de détails c'est-à-dire ça va vous faciliter votre visite dans cette plateforme. Merci beaucoup, Sybille Taïf, pour cette démonstration, la vérité très détaillée et qui montre que vraiment cette opération de dépôt par voie électronique pourrait se faire de façon très simple et très fluide si on arrive à suivre toutes les étapes. Donc, je vous remercie de votre temps et on va procéder à présent à répondre à vos questions. Donc, nous allons commencer par une première question. Donc, ça porte sur la demande en ligne. Donc, comment suivre sa demande en ligne depuis la demande jusqu'au brevet? Y a-t-il des applications? Si Hassan? Oui, alors pour l'instant, on a des outils comme le service d'information sur le registre national, mais cet outil-là est vraiment utile dans le cas d'une demande publiée, c'est-à-dire après 18 mois de dépôt. Par contre, une remarque qu'on n'a pas citée, c'est-à-dire que cet outil, nouvel outil de la plateforme Front Office est évolutive. Donc, on aura dans la version prochaine un outil de suivi, c'est-à-dire
Une fois déposé, on va avoir les statuts le statut d'alloué. Mais pour l'instant, il faut attendre jusqu'à la publication pour avoir des informations telles que le statut juridique, les annuités payées, etc. Mais après la publication. Très bien. Donc, on a une autre question qui porte toujours sur la plateforme. Donc, le monsieur souhaite savoir si les enseignants-chercheurs qui souhaitent déposer un brevet peuvent-ils le faire directement sur la plateforme en ligne ou bien ils doivent passer absolument par l'université qui va se charger de ce dépôt. Alors, pour le cas des universités, donc, ils doivent absolument passer par un bureau qui est généralement installé dans la présidence de l'université et demander une personne parce qu'on a des points focaux pour chaque université qui font ces formalités de dépôt de brevet. D'accord. Alors, une autre question, c'est par rapport aux outils de notification. Donc, on aimerait savoir s'ils sont opérationnels sur tous les types de téléphones ou cela exige un type bien précis ou bien spécifique pour y accéder. Alors, je pense qu'il parle de l'authentification à double facteur. Oui, les applications qui ont été mentionnées dans la présentation fonctionnent bien. Vous choisissez entre Google Authenticator ou bien ForgeRock. Les deux applications fonctionnent même, c'est-à-dire sur l'iOS ou bien Android. Mhm. Toujours, on revient au cas de l'enseignement supérieur. Donc, est-ce que dans ce cas-là, on peut faire le suivi de l'évolution du brevet? Qui est-ce qui peut le faire? Donc, est-ce que c'est le propriétaire du brevet ou bien c'est l'université qui a déposé le brevet? Qui est-ce qui peut faire réellement le suivi de l'évolution du brevet d'invention? Alors, pour ce cas, donc, généralement, le compte organisation, donc, si vous êtes impliqué dans cette demande et que l'administrateur de l'organisation vous a donné accès, bien sûr, vous aurez accès, vous pouvez consulter, c'est-à-dire vos demandes. Sinon, comme on vient de le présenter, le compte organisation concerne les gens qui sont impliqués dans le processus de dépôt. D'accord. Donc, une autre question toujours par rapport à la plateforme. Est-ce que les anciens brevets vont-ils être disponibles sur la plateforme? Pas dans cette version, peut-être dans les prochaines. Inch'Allah, oui, oui, bien sûr. C'est toujours toutes les plateformes d'ailleurs de l'Empire sont toujours en cours d'amélioration et d'alimentation pour qu'ils puissent suivre les hauts standards internationaux, que ce soit en termes de sécurité ou autre. Donc, je pense que vous avez déjà précisé ça par rapport aux informations qu'il faudrait renseigner sur la plateforme. Donc, la dame souhaite savoir si ces informations qui sont à remplir sont les mêmes que celles qui sont à remplir dans le formulaire officiel à travers lequel on dépose par la voie classique. Oui, oui, tout à fait. Donc, on a juste, c'est-à-dire pris ou bien repris le formulaire classique physique sous format électronique. Donc, c'est la même chose. Parce que ça, comme a été expliqué par notre collègue Amine, c'est une procédure, c'est-à-dire dictée par la loi. Donc, oui. On va revenir là à la procédure de dépôt. Donc, nous avons une question. Cette fois-ci, je pense, c'est Monsieur Farhan qui pourra nous répondre. Donc, on souhaite savoir ce que ça veut dire divisionnaire. Donc, si vous pouvez nous donner une petite explication par rapport à cette notion. Alors, une demande divisionnaire, parfois, lorsque l'OMPIC établit un rapport de recherche préliminaire avec opinion sur la portabilité, il juge que la demande contient deux ou plusieurs inventions. Dans ce cas, il invite le déposant soit à limiter la demande de brevet d'invention en une seule invention ou diviser sa demande en deux ou trois ou plus de demandes de brevet d'invention. Alors,
Si le déposant souhaite diviser sa demande, il fait une demande divisionnaire de la demande mère. Alors, cette demande, elle hérite la date de dépôt de la demande mère. C'est ça, une demande divisionnaire. Très bien, merci beaucoup, Si Farhan. Euh, alors, on a une autre question. Donc, on a reçu beaucoup de questions. Euh, donc, est-ce qu'il va y avoir une coexistence entre les deux voies, c'est-à-dire la voie électronique et la voie classique? Est-ce qu'on pourrait toujours déposer la demande de brevet Oui, oui. à travers Oui, la on voie a classique? toujours les D'accord, deux. donc les deux procédures vont coexister. Euh, Mais on vous encourage d'utiliser des fonds la en voie ligne parce électronique. qu'il y a une réduction des frais. De 50%. Très bien. Donc, c'est assez encourageant. Euh, En parlant toujours de frais, donc, si Farhan, est-ce qu'on pourrait avoir une idée sur les frais de dépôt d'un brevet au niveau national et les frais de maintien en vigueur? D'accord. Pour les frais de dépôt d'une demande au Maroc, ça dépend de la voie de dépôt. Si vous déposez une demande via la plateforme, vous avez une réduction. Alors, si vous êtes une université, personne physique ou petite ou moyenne entreprise, vous bénéficiez encore d'une réduction de 50%. C'est-à-dire que les frais sont à l'ordre de 3 000. Si vous êtes une grande entreprise et vous passez à travers la plateforme de dépôt en ligne, vous payez 6 000. Et si vous passez par la voie classique et vous êtes une grande entreprise, c'est 12 000 dirhams. Très bien, merci Si Farhan pour cette précision. Alors, pour les opérations ultérieures, donc, est-ce qu'il y a la possibilité d'intégrer plusieurs brevets dans une même demande? Donc, Alors, conformément à la loi, plus précisément l'article 38 de la loi 1797, vous ne pouvez pas mettre plusieurs intentions dans une seule demande. Si vous le faites, l'ANPIC vous invite soit à limiter la demande en une seule demande ou diviser la demande de brevet d'invention. mhm, Ce qui vous emmène au cas de divisionnaire, de demande divisionnaire. exact, oui. Donc, toujours pour les frais, donc, euh, on aimerait savoir si les frais ils sont uniques ou cela dépend du profil de dépositaire, c'est-à-dire un chercheur, personne physique, université, est-ce qu'il y a des différences en termes de prix par rapport au profil de chaque déposant? Oui, bien sûr, ça dépend du profil. Si vous êtes personne physique, petite moyenne entreprise, start-up, université ou centre de recherche, vous bénéficiez d'une réduction de 50%. Très bien. Si Belkhaïd, donc par rapport à la signature et au paiement, donc la question concerne le mandataire. Est-ce que le mandataire doit suivre la même procédure de signature et de paiement au niveau de la plateforme? Est-ce qu'il n'y a pas de différence ou d'avantage? Si on est dans un compte organisation, c'est l'administrateur qui attribue les rôles. Par exemple, s'il voit que une seule personne peut effectuer toutes les actions, c'est-à-dire signer et faire le paiement en même temps, ça revient à l'administrateur. Sinon, on peut avoir plusieurs personnes impliquées et chacun son rôle. Donc, c'est possible soit d'accumuler les rôles ou bien de distribuer le rôle pour les personnes. Et d'un point de vue légal, le mandataire ou le déposant, l'un d'eux peut signer la demande de brevet d'invention. Mhm. Donc, cette fois-ci, ça concerne le dépôt par un étranger d'un brevet d'invention. Donc, la personne souhaite savoir si un étranger pourrait déposer une demande de brevet euh, par voie électronique sans passer par un mandataire local marocain. Est-ce que... Euh, oui, oui, Euh, oui, c'est Farhan. d'accord. Je vous en prie. Conformément à la loi, tout déposant doit justifier une domiciliation au Maroc. C'est-à-dire, il doit toujours passer par un déposant marocain ou justifier une adresse marocaine. Même s'il est étranger et réside au Maroc, il peut faire le dépôt. Par contre, s'il n'a pas d'adresse au Maroc, il doit faire appel à un représentant mandataire.
Alors, beaucoup de demandes sur le lien de la plateforme et des questions par rapport à la mise en ligne de cette plateforme. Je pense que vous avez déjà précisé Oui. ça, si Belkhaïd. Si vous pouvez juste dire plus sur la mise en service de cette plateforme, s'il vous plaît. D'accord. Donc, comme je viens de le dire au cours de la présentation, donc le lien sera disponible vers janvier, donc début de l'année prochaine, Inch'Allah. Donc, c'est vrai, il y a des choses qu'on est en train de travailler, sur lesquelles on est en train de travailler justement pour affiner le produit final. Donc, on avait une phase pilote depuis avril 2025. Et là, on est presque prêt. Donc, on est à la veille. Donc. Très bien. Voilà, donc on va prendre une dernière question. Elle sera, elle sera orientée vers si Farhan. Donc, c'est toujours par rapport à la procédure de dépôt. Donc, la personne souhaite savoir quels sont les critères essentiels pour savoir si une invention est brevetable ou pas. Donc, quels sont les critères de brevetabilité Alors, d'une invention? alors, les critères de brevetabilité sont la nouveauté. Ça veut dire quoi la nouveauté? Une invention nouvelle, s'il n'est pas comprise dans l'état technique. C'est-à-dire que l'invention n'a pas été divulguée, soit oralement, soit écrite, soit... Le deuxième critère, c'est l'activité inventive. C'est-à-dire que l'invention ne découle pas d'une manière évidente pour un homme de métier qui travaille dans ce domaine. Et le troisième critère, c'est l'application industrielle, c'est-à-dire que l'invention doit respecter les lois de la physique, il doit être crédible et étudié. Très bien. Donc, je pense que nous avons fait un peu le tour des questions. Cela va sans dire que les équipes de l'Empik ainsi que le centre de relations clients de l'Empik restent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, pour vous orienter et pour vous apporter toute l'assistance nécessaire. Et enfin, je voudrais remercier nos intervenants pour la qualité de leur intervention et un grand merci aussi à Monsieur Hossein pour sa disponibilité. Un grand merci aussi à l'équipe qui veille à la réussite de ce webinaire et merci aussi aux participants qui se sont rendus disponibles pour suivre avec nous ce webinaire. Donc, on vous dit au revoir dans le cadre d'un prochain sujet et dans le cadre d'un prochain webinaire, Inch'Allah. Merci.